Bonjour à toutes et tous. Ce premier module du MOOC est consacré au déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Il est organisé en 3 temps. Renaud Pietri commencera par vous présenter le contexte historique dans lequel Champollion réalise cet exploit. Découverte de la pierre de Rosette lors de l'expédition d'Égypte, arrivée d'antiquités égyptiennes en Europe et situation politique en France au tournant des XVIIIe et XIXe siècles n'auront alors plus de secret pour vous. Ensuite, j'aurai le plaisir de rencontrer Hélène Virenque au cœur de l'exposition « L'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes » qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale de France. Hélène nous expliquera quel fut le parcours de Jean-François Champollion depuis le moment où il attrape le virus égyptien auprès de son frère aîné Jacques-Joseph à Grenoble jusqu'à son déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. C'est la date du 27 septembre 1822 que l'histoire a retenue pour ce déchiffrement. Elle correspond au jour de la lecture à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres d'un texte daté du 22 septembre. Ce texte, il sera publié le mois suivant sous le titre fameux de « Lettre à Monsieur Dacier ». Monsieur Dacier qui était alors secrétaire perpétuel de cette vénérable institution parisienne. Cette conférence de Champollion rendait publique sa découverte du 14 septembre. Découverte que ses biographes décrivent comme une véritable épiphanie. Directement après celle-ci, Champollion aurait couru frénétiquement jusqu'auprès de son frère à l'Institut et se serait écrié « Je tiens l'affaire ». Puis, il aurait sombré dans un état cataleptique, conséquence de l'intensité des efforts consentis et de l'émotion liée à la prouesse intellectuelle du déchiffrement qui était devenu l'affaire de sa vie. Comme nous le dira Hélène Virenque, dans cette lettre, il se montra capable de lire, pour la première fois depuis l'Antiquité, des noms aussi divers que Ptolémée, Cléopâtre, Alexandre, Bérénice ou encore César et Trajan sur différents documents dont il avait copie à disposition. Il s'est donc affranchi de la seule pierre de Rosette, qui ne contenait guère que le nom de Ptolémée, et a appliqué une méthode de lecture phonographique à toute une série de cartouches royaux. Cette méthode de lecture phonographique, qui consiste donc à proposer de lire les hiéroglyphes comme notant des sons de la langue, je vais vous l'illustrer en simplifiant en rien les choses à dessein, afin que vous puissiez comprendre comment Champollion est parvenu à lire les 10 cartouches. Mais il faut d'abord signaler que plusieurs de ses prédécesseurs avaient déjà émis l'hypothèse que certains hiéroglyphes pourraient noter des sons. C'est notamment le cas de Thomas Young, dont vous voyez ici une page d'un article qu'il a consacré à l'Égypte. Ainsi que vous pouvez l'observer, il suggère de lire certains hiéroglyphes, comme la vipère, le cobra ou encore le lion, comme des sons. Les valeurs proposées n'étaient cependant pas tout à fait satisfaisantes et surtout, elles n'étaient pas généralisables à tous les cartouches, ne conduisant pas à des lectures appropriées dans tous les cas. Champollion va pourtant persévérer dans cette voie. Alors, soit le cartouche suivant, que l'on trouve sur des monuments associés au roi Ptolémée, comme la pierre de Rosette, dont il sera amplement question dans ce module. On peut faire l'hypothèse que chaque signe hiéroglyphique y note un son de ce nom propre. Du coup, le carré serait P, le demi-cercle T, le lasso O, le lion L, et puis on aurait la lettre M, Y, pour les 2 roseaux dont il avait observé qu'ils apparaissaient souvent ensemble et pourraient donc noter un seul son, et enfin S pour le dernier signe courbe, dont on verra plus tard dans ce MOOC qu'il s'agit d'une pièce d'étoffe pliée. Si l'on lit la séquence, on obtient donc Ptolmis, qui serait une façon de noter le nom propre grec Ptolémaios, Ptolémée, avec certaines voyelles absentes, mais ça ne posait pas de problème à Champollion,
qui avait étudié de nombreuses écritures sémitiques dans lesquelles c'est fréquemment le cas. Jusque-là, vous me direz que l'hypothèse est peut-être plausible, mais loin d'être démontrée. Pour ce faire, il faudrait qu'en appliquant les mêmes valeurs à un autre cartouche où ces signes apparaissent, on arrive à une lecture satisfaisante. Suivons donc les pas de Champollion avec ce second cartouche. Il possède 3 signes en commun avec le cartouche de Ptolémée, que nous venons de voir à l'instant, donc le lion, qu'on a proposé de lire L, le lasso, O, et le carré, P. Or, le cartouche en question apparaît notamment sur un obélisque qu'un texte grec laisse penser avoir été dédié à une certaine Cléopâtre. Il ne reste alors qu'à tenter de combler les trous de manière satisfaisante en commençant en haut par un K, en ajoutant un E après le L, qui est noté par le lion, comme on vient de le voir, puis, à la suite du O et du P, viendrait un A, écrit au moyen du vautour, un T ou un D, noté par la main, un R, par la bouche, et puis enfin, la seconde occurrence du vautour serait évidemment là pour un second A. Soit, si on lit le tout, la séquence Cléopatra, qui n'est autre que le nom grec pour Cléopâtre. Vous voyez qu'on sent poindre le moment de l'Eureka. Et il faut ajouter que Champollion a même alors déjà compris que les signes qui entourent le second vautour, celui de l'œuf et du demi-cercle, sont là pour indiquer que l'on a affaire à un nom propre féminin, car ils apparaissent toujours tous les deux de concert après les noms de reines, alors qu'ils sont toujours absents des noms de rois. Comme vous le voyez avec les 2 exemples pris ci-dessus pour illustrer la méthode de Champollion, la lettre à Monsieur Dacier de 1822 est tout entière consacrée à la transcription des noms et titres des souverains étrangers, essentiellement grecs et romains. Mais le caractère fondamentalement idéographique de l'écriture hiéroglyphique utilisée antérieurement en Égypte, écriture qui noterait donc des idées plutôt que des sons, est réaffirmé à diverses reprises dans cet essai. En conclusion de sa lettre, il ajoute toutefois « J'ai la certitude que les mêmes signes hiéroglyphiques phonétiques, employés pour représenter les sons des noms propres grecs et romains, sont employés aussi dans des textes idéographiques gravés fort antérieurement, et qu'ils ont déjà, dans certaines occasions, la même valeur représentative des sons ou des articulations. » Et on sait en effet que, dès cette époque, Champollion est en mesure de lire les cartouches de rois égyptiens célèbres comme Ramsès ou Thoutmôsis, dans lesquels apparaissent certains des signes hiéroglyphiques que nous venons de voir, mais qu'il n'avait pas encore pu explorer toutes les conséquences de ces lectures à l'époque. En effet, à la différence des cartouches de souverains gréco-romains, ceux des rois proprement égyptiens font intervenir, en plus des phonogrammes, des signes mots, comme Ra pour Ré, le dieu solaire, ou Djéouti pour Thoth, le dieu de l'écriture représenté par un ibis. Ces signes, ils notent à eux seuls un mot entier. Et s'il n'en parle pas alors, c'est qu'il veut vraisemblablement éviter d'exposer à la critique un système dont il ne peut pas encore détailler tout le fonctionnement. Ce n'est que dans son précis qui a paru début 1824 qu'il apporte la preuve définitive que l'écriture égyptienne n'était pas uniquement composée de signes d'idées. Dans ses propres termes, il s'agit d'une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais presque dans le même mot. Bien des passages de ce précis seront repris tels quels bien plus tard dans sa grammaire, qui sera publiée par son frère aîné de manière posthume, comme nous le verrons avec Vanessa Desclos. C'est le fulgurant parcours de Champollion le Jeune, après ces 2 publications majeures, que sont la lettre à Monsieur Dacier et le précis du système hiéroglyphique, que nous explorerons donc dans ce 3e volet avec elle. Vanessa Desclos nous accueillera sur le merveilleux site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France à Paris, pour nous parler du destin tumultueux de Champollion après son déchiffrement et pour nous expliquer comment il s'y est pris
pour redécouvrir la langue des pharaons à partir de toutes les sources épigraphiques qui étaient alors disponibles.